Bienvenue pour Ici l'Europe, une émission proposée par France 24 et RFI. Alors, le torchon brûle depuis des semaines entre la Turquie et l'Europe. Les points de vue de Bruxelles et Ankara sont-ils devenus irréconciliables ? Quid du pacte migratoire entre eux? C'est ce que va essayer de voir aujourd'hui avec un débat très exceptionnel entre Ismail Hakkı Moussa. Bonjour, vous êtes l'ambassadeur de la Turquie en France. Vous êtes aujourd'hui face à Yves Bertoncini. Bonjour. Bonjour. Directeur de l'Institut Jacques Delors, think tank européen bien connu. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation, de venir débattre ensemble. Alors, on voit dans la presse les caricatures d'une Angela Merkel en Adolf Hitler qui fleurissent, alors que le président Erdogan a parlé de nazisme, de terrorisme d'État pour qualifier l'attitude de l'Allemagne et des Pays-Bas. Deux pays qui ont décidé d'annuler des meetings où devaient participer des politiques turcs, des ministres turcs, en faveur du oui au référendum du 16 avril, référendum qui vise à augmenter les pouvoirs du président Erdogan. Alors, monsieur l'ambassadeur, dans cette affaire, qui joue avec le feu? J'ai assisté avec vous, au travers de la presse, à des déclarations de part et d'autre qui ont été traduites d'une manière peut-être différente selon les pays. Mais qu'est-ce qui fait que la tension monte? Je crois que c'est ça, votre question. On a l'impression, à écouter la presse, dans certains pays de l'Europe, on a l'impression que c'est la première fois que les dirigeants, des ministres turcs se déplacent dans des pays européens pour participer à des réunions de nature électorale ou politique. Rien de tel. Depuis des dizaines d'années, c'est comme ça que ça se passe. Il y a eu sans problème jusqu'à présent. Nos ministres se sont déplacés en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en France. Pourquoi j'énumère ces pays? Parce que c'est dans ces pays-là qu'il y a une population franco-turque, franco-allemande, franco-néerlandaise, etc., etc. Aujourd'hui, il faut peut-être chercher les raisons dans la nature même, dans la conjoncture aussi un peu. Il y a beaucoup de choses. Il y a des frustrations de part et d'autre. Peut-être que plus d'un côté que d'autre. En ce qui concerne les propos de notre président de la République et le reste. Le terrorisme d'État à propos des Pays-Bas, le nazisme pour l'Allemagne, c'est de nature à ne pas faire brûler le torchon. Mais, s'il vous plaît, est-ce qu'il est normal et est-ce qu'il est compréhensible qu'un ministre d'un pays ami et allié soit autorisé à entrer dans le Pays-Bas à partir de l'Allemagne, fasse 3 heures de route, arrive à Rotterdam, à 30 mètres de consulat général de Turquie et soit obligé de rester dans la voiture pendant 7 heures? Alors les Pays-Bas avaient précisé qu'il ne fallait pas de ministre, ils ne souhaitaient pas de ministre dans les meetings. Yves Bertoncini, justement, l'Allemagne, les Pays-Bas qui interdisent ces meetings et en revanche la France qui laisse faire. Qui a raison? Les meetings sont, comme vous l'avez dit, monsieur l'ambassadeur, des événements réguliers, anciens, qui ne peuvent être interdits que s'il y a trouble à l'ordre public. En France, ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de problème, le meeting a eu lieu. Je pense que d'ailleurs, sans les incidents du Pays-Bas et de l'Allemagne, le meeting en France, on n'en aurait même jamais parlé. Qui a raison? Les autorités nationales qui sont chargées de faire appliquer l'ordre public. Pour ce qui est des Pays-Bas, le torchon brûle, pourquoi? Parce qu'il y a des élections. Le pouvoir rend fou, les élections rendent encore plus folle quand les autorités au pouvoir ne sont pas certaines de les remporter. Ça vaut, je crois, pour les Pays-Bas. Et M. Rutte a fait un coup d'éclat qui, d'ailleurs, lui a peut-être permis de gagner quelques voix. Ce n'est pas ça qui l'aura fait gagner, mais en tout cas, ça a peut-être été utile. Mais je dois dire que ça vaut aussi pour le président turc, parce qu'on voit bien que si tout cela arrive, ces outrances qui n'appartiennent pas qu'aux Turcs, je fais une parenthèse, Angela Merkel en Asie, on l'a vu aussi pendant la crise de la zone euro en Grèce. Angela Merkel en Asie, on l'a vu en Pologne au moment de la crise des réfugiés. Pas dans la bouche d'un dirigeant, hein. Pas dans la bouche d'un dirigeant européen. Absolument. Alors, c'est inexcusable de dire ça, ça n'aide pas. M. Erdogan a tort de dire cela. Simplement, pourquoi il le dit? Parce qu'il est face à un référendum le 16 avril qui n'est pas tellement certain de gagner. Et donc, il y a une stratégie de la tension qu'il fait régner.
pas seul, puisque M. Rutte lui a répondu, mais dont il est en partie à l'origine. Ce qui explique dans une large partie, dans une large mesure, l'attitude de nos amis hollandais, Pays-Bas et l'Allemagne, ce sont des circonstances électorales. Est-ce que c'est légitime? Je vous laisse le soin de le juger. Ces mêmes Hollandais qui ne souhaitent pas voir un ministre turc dans une période électorale aux Pays-Bas, ils peuvent aller faire de la propagande parce qu'il y a des élections, par exemple, en Angleterre. Ça, c'est fait. Donc, est-ce que ça n'est pas de deux poids et de deux mesures? Donc, on est démocrate à l'étranger, et quand il s'agit Oui, mais alors là, monsieur l'ambassadeur, on a envie de vous rétorquer que depuis le coup d'État, le putsch avorté de juillet dernier, un tiers des juges ont été limogés, des dizaines de milliers de policiers d'enseignants ont été renvoyés, 150 médias d'opposition sont fermés. On a le sentiment que le président Erdogan est en train de confisquer la démocratie et peut-être de demander de légitimer par cet acte de référendum ce vote, donc cette confiscation. Ça explique beaucoup de choses qui se passent dans notre pays. Je parle de cette tentative de coup d'État de 15 juillet dernier. Pourquoi? C'est simple. Le gouvernement a éprouvé le besoin pressant de prendre des mesures contre les instigateurs de ce putsch qui a été avorté. Ils étaient des dizaines de milliers de fonctionnaires instigateurs de ce putsch. Ils avaient infiltré l'armée, le système éducatif national, la police nationale et surtout la justice. Et les médias d'opposition aussi, parce qu'au passage, on s'en débarrasse. Ce n'est pas des médias d'opposition, il y a d'autres médias qui fonctionnent très bien en Turquie. Il y a aussi un élément que je voudrais partager avec vous, sinon ça serait incomplet. C'est vrai qu'il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui ont été éloignées de leur travail, primo. On a dû prendre des mesures sérieuses avec beaucoup de détermination contre certains juges qui étaient impliqués. Mais par la suite, grâce aux mécanismes de correction mis en place, je puis vous dire que 32 000 de ces personnes qui étaient temporairement éloignées de leur travail, ils ont réintégré leur poste. 150 médias. Vous n'avez pas répondu à notre question sur la confiscation de la démocratie. Est-ce que par ces moyens, j'essaie de vous répondre. Là, vous nous expliquez qu'il a fait face à une situation, mais vu de l'extérieur, c'est cette impression-là. Cette nuit-là, madame, la nuit de 15 juillet dernier, 37 avions F-16 se sont décollés de leur base pour aller bombarder notre Parlement, pour bombarder à 5 reprises la présidence de la République et d'autres bâtiments publics. Et là, on m'excuserait, mais c'est aussi pour protéger un peu la démocratie, parce que la démocratie turque en tant que telle qui était visée. Je peux vous comprendre. Bertoncini, une réponse quand même. Si le oui l'emporte, est-ce que ça veut dire que d'abord la Turquie passe à un régime présidentiel fort, et puis est-ce qu'elle est toujours compatible avec l'Union européenne? Le référendum, c'est un référendum qui vise, je simplifie, à faire adopter en Turquie une constitution à la De Gaulle. Je simplifie. Un régime présidentiel fort. Mais c'est pas extrêmement différent, et encore une fois, je simplifie, de ce que le général de Gaulle a voulu faire en France en 58. S'il n'y avait que ça, on dirait, non, ça ne disqualifie pas la Turquie pour adhérer en Europe. L'Union européenne, je dis bien, s'il n'y avait que ça, parce que l'Union européenne est assez neutre sur ces régimes. On a des régimes parlementaires, des régimes présidentiels à l'intérieur de l'Union européenne. Mais il ne s'agit pas que de ça. À l'intérieur de ce premier sujet, il y a les outrances verbales du président Erdogan qui, oui, s'est saisi des incidents sur les meetings, mais qui continue, par exemple, pour dire que quand il y a un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est une institution indépendante, qui dit simplement que des employeurs, dans certaines conditions, ont le droit d'interdire le port du voile à certains de leurs salariés, le président Erdogan assimile ça à une croisade contre le croissant. Et donc là, il est dans l'outrance verbale, parce qu'il est en campagne électorale et il n'est pas sûr de gagner ce référendum. Il a besoin des voix à l'intérieur et à l'extérieur de la Turquie. En revanche, effectivement, quand on parle du putsch, il y a eu un putsch
à moins de considérer que c'est M. Erdogan qui l'a inventé, il y a eu une répression de ce putsch. Ce putsch était une atteinte contre la démocratie turque, il faut le reconnaître. Bon. Ceci dit, une fois qu'on a dit ça, la répression du putsch a été particulièrement disproportionnée, vue du point de vue européen. Et cette répression du putsch, à ce point disproportionnée, a effectivement considérablement éloigné la Turquie des standards européen et lui ferme la porte à ce stade de l'Union européenne. Monsieur Moussa, justement, on se pose une question. Est-ce que votre pays a toujours envie de rejoindre l'Union européenne? Notre pays a plus que toujours cette envie d'intégrer l'Union européenne. Tout en tenant ces propos aussi provocateurs et outranciers. Avant toute chose, il faut condamner les putschistes. Et après, nous avons toujours été prêts. Et nous le sommes toujours, aujourd'hui même. Nous sommes prêts à prêter l'oreille, à écouter, à partager avec nos partenaires européens dans leurs critiques constructives. Nous n'avons jamais dit que la Turquie, c'était la meilleure démocratie du monde. Non, c'est pas ça. Il y a bien sûr des domaines où on a besoin d'amélioration. Mais le dire de cette manière-là en est une chose, dire que la Turquie s'éloigne de l'Europe, la Turquie ferme les portes elle-même, moi j'ai l'impression... Il y a eu quand même, justement, quand vous parlez de fermer les portes, il y a eu quand même des menaces aussi de mettre un terme au fameux pacte migratoire qui a été scellé entre la Turquie et l'Union européenne il y a un an tout juste, et qui finalement permettait de retenir en Turquie les réfugiés qui souhaitaient se rendre en Grèce. Ça a d'ailleurs eu des effets très probants. Alors, est-ce que précisément c'est une façon de bluffer? Sans cesse, les autorités mettent en cause on va unilatéralement stopper le pacte migratoire. Je pense qu'en réalité, cet accord, c'est de la realpolitik, cet accord. Qu'il est dans l'intérêt des deux parties. D'abord parce que ça permet de casser le business des passeurs. Il faut le dire, parce que du point de vue moral, cet accord, du point de vue humanitaire, il n'est pas idéal. Mais quand même, il a contribué à casser le business des passeurs. Avant l'accord, dans l'année qui précédait, il y avait eu 1000 morts en mer. On est tombé à 50. Pour conclure, il y a donc des avantages réciproques, je dirais, à cet accord, même s'il y a beaucoup de mauvais aspects, notamment sur le sort des demandeurs d'asile bloqués en Grèce, et ça, du point de vue humanitaire, c'est pas glorieux du tout. Simplement, oui, pourquoi dire qu'on va foutre en l'air, si je puis dire, cet accord? Eh bien, parce qu'on est dans cette stratégie de la tension nationaliste, en disant, voilà, vous allez voir ce que vous allez voir, je vous tiens, une espèce de ferveur nationaliste dont j'imagine les autorités turques pensent qu'elle peut leur être utile à l'approche de ce référendum du 16 avril, et qui devrait se calmer, je pense, après. L'accord de 18 mars 2016, ça constitue un tournant dans nos relations avec l'Union européenne. C'était une pièce maîtresse. D'après moi, je pense que cet accord a au moins permis de sauver l'espace Schengen. Et on a mis en application cet accord. Il y avait 4 volets. Un premier volet, c'est donc le flux migratoire qu'il fallait arrêter. Ça a marché. Le nombre de migrants irréguliers qui transitaient vers l'Europe était de 7000 par jour. Au mois de mars, selon les chiffres que j'ai reçus, c'est de 30 par jour. Faites le calcul. Mais alors pourquoi ces menaces? Je viens. Faites le calcul, ça fait 1 million de migrants en moins en Europe. C'est grâce à notre pays. Deuxième volet, c'était ce fameux paquet de 3 milliards plus 3 milliards. C'est une promesse. Au-delà d'une promesse, c'est un engagement. L'Europe, je me suis permis de faire une thèse sur son avenir constitutionnel, est une communauté de droit. Elle est basée sur des valeurs. Parmi elles, la primauté de droit. On a signé un accord. Mais il est en train d'être appliqué sur ce volet. Ça n'est pas appliqué. On en est à moitié, 1 milliard 500 000. Non, à 20%. C'est pas ce que dit la Commission européenne. On a transmis dans notre pays, jusqu'à aujourd'hui, seulement 777 millions d'euros. Pas plus. Et 1,5 milliard engagés au total. Parce qu'il faut des projets concrets. Vous savez, à quels enfants ça va aller, à quels réfugiés, à quel logement. Ça prend un peu de temps, mais l'Union européenne ne cherche pas à retenir cet argent. Elle veut juste savoir où elle peut le dépenser. Il faut prendre un peu l'aspect tranquillisant de la chose aussi. Vous savez, depuis 2011,
il y a eu 178 000 naissances des Syriens en Turquie. Ils ont aujourd'hui 6 ans. Ils ont besoin de l'école, absolument, de services de santé, etc. Le temps que l'Europe débloque 1 million, 2 millions, ils auront 15 ans, 20 ans. Le troisième volet, c'était la libéralisation du régime de visa pour les ressortissants turcs. Quatrième, c'était le processus d'accélération de notre démarche européenne. Sur les 2 derniers volets, pas de progrès du tout. C'est ça que dit notre président. Oui. Il est difficile pour nous de poursuivre, de continuer dans cette situation. Il ne faut pas le comprendre comme une menace. Le président Erdogan dit simplement... C'est quand même perçu comme ça. Hein. Sur les visas, il y a 80 conditions à respecter. La Turquie n'en respecte pas 7. Et donc, il faut 72. délivrer... Voilà. 72, 7 sur 72, oui. Notamment les passeports biométriques, la lutte anti-corruption, la lutte anti-terrorisme. Il suffit de mettre ça en ordre et ça arrivera. Et puis sur le dernier point, les négociations d'adhésion, j'en reviens à mon point précédent, c'est-à-dire que pour adhérer à l'Union européenne, il faut respecter un certain nombre de conditions, y compris en matière d'état de droit, et que la répression du putsch fait vraiment douter les autorités européennes, et j'ajoute beaucoup des peuples de l'Union européenne, de la conformité de la Turquie actuelle à ces conditions. Merci à vous d'avoir très bien illustré justement ce débat UE-Turquie. Ismail Hakim Musa, ambassadeur de Turquie en France. Yves Bertoncini, directeur de l'Institut Jacques Delors. Merci à tous de votre fidélité. Tout de suite, votre rendez-vous avec l'actualité sur RFI ou bien sur France 24. À très bientôt à tous.